C'était une nuit ordinaire à New York le 20 juin 2018 quand quelque chose de terrible s'est produit. Leandro Guzman Feliz, un garçon de 15 ans, était en route pour rencontrer un ami à quelques pâtés de maison de chez lui dans le Bronx. Mais soudain, 4 voitures se sont arrêtées et se sont mises à sa poursuite. Ils l'ont pris pour quelqu'un d'un gang rival. Leandro a tenté de se cacher dans un magasin à la recherche d'une protection. Les caméras de sécurité l'ont montré en train d'essayer de se cacher, mais il a été rapidement retrouvé par des membres d'un gang appelé Trinitarios. Ils étaient connus pour être très violents. Une bagarre a éclaté et ils ont fini par traîner Leandro hors du magasin. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la ville. Ils l'ont poignardé à plusieurs reprises et ont pris la fuite en voiture. Bien qu'il ait été grièvement blessé, Leandro a tenté de rentrer dans le magasin et a demandé à quelqu'un d'appeler le 911. Il a ensuite tenté de se précipiter à l'hôpital voisin, mais a fini par s'évanouir avant son arrivée. Les policiers qui se trouvaient à proximité n'ont rien fait pour l'aider et malheureusement, Leandro n'a pas survécu et est décédé. La police a rapidement retrouvé les responsables grâce aux images de sécurité et en a arrêté 5. Ils ont été accusés de meurtre et jugés. Un 6e membre du gang, nommé Kevin Alvarez, a décidé d'aider la police et a témoigné contre les autres en échange d'une peine moindre. Devant le tribunal, les 5 prévenus n'ont montré aucun regret et ont même fait des gestes de gang. L'un d'eux, qui a porté le coup fatal à Leandro, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres ont été condamnés à des peines allant de 23 à 25 ans de prison. Le cas de Leandro a ému beaucoup de monde, car il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelques jours avant cette affaire, le 18 juin 2018, un célèbre rappeur, XXXTentacion, avait été tué en Floride. Il était en train d'acheter une moto lorsque 4 hommes ont réalisé qu'il avait retiré $50 000 de la banque. Ils l'ont suivi jusqu'au magasin et, en repartant, ont intercepté sa voiture, armée et le visage couvert. 2 d'entre eux sont sortis de la voiture et ont commencé à se battre avec lui, finissant par tirer et tuer le jeune rappeur avant de s'enfuir avec l'argent. Une vidéo de l'incident s'est rapidement répandue, montrant la triste scène de XXXTentacion sans vie dans sa voiture. Cela a choqué de nombreux fans et artistes. Peu de temps après, les 4 hommes ont été arrêtés et inculpés de meurtre et de vol à main armée. Lors du procès, l'un des 4, nommé Robert Allen, a accepté de témoigner contre les autres en échange d'une peine moindre. Il a expliqué en détail ce qui s'est passé et qui a fait quoi. Les preuves étaient solides. Il y avait des vidéos de l'accusé faisant la fête et dansant avec l'argent volé. Finalement, les 3 autres ont été condamnés à la prison à vie sans aucune chance de liberté. Robert Allen, pour sa collaboration, a vu sa peine réduite à 7 ans de prison et 20 ans de probation. Ces cas montrent à quel point la violence peut détruire de nombreuses vies de manière tragique et inattendue. D'un adolescent du Bronx qui a été pris pour quelqu'un qu'il n'était pas, à un artiste célèbre qui a été volé pour de l'argent. Ce sont de tristes histoires de mauvais choix et de violence qui ont entraîné de graves conséquences pour toutes les personnes impliquées. Ces tristes cas ne s'arrêtent pas là. En 2011, un garçon de 16 ans nommé Michael Thomas a eu de gros problèmes dans le Wisconsin. Lui et 2 amis, Malik Merchant et Jimmy Scales, se trouvaient dans une mini-fourgonnette volée et ont décidé d'essayer de voler une femme nommée Sharon Staples. Michael a sauté de la voiture et a essayé de récupérer son sac à main, mais Sharon a résisté et a fini par tirer sur Michael. Malheureusement, elle était enceinte de 12 semaines et a également perdu la vie avec le bébé. Alors, vous aimez ces histoires de tribunal aussi intenses qu'un film d'action live? Si c'est le cas, laissez votre like ici sur la vidéo, car cela nous aide beaucoup à continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. Ah, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette saga pleine de rebondissements.
Et bien sûr, n'oubliez pas de partager avec cet ami qui aime une bonne intrigue pleine de surprises dans la salle d'audience. Lorsque Michael a été arrêté, il a plaidé coupable et, lors de sa condamnation, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au début, il est resté silencieux, puis il a perdu le contrôle et a tenté d'approcher sa famille au tribunal, ce qui a poussé les agents de sécurité à le jeter à terre. La situation est devenue très tendue, la famille pleurant et criant. Finalement, Michael a été condamné à 35 ans de prison, tandis que ses amis, qui ont participé au vol, ont également été condamnés à 17 et 25 ans. Dans un autre cas, en 2012, Brandon Spencer, 19 ans, a assisté à une fête d'Halloween sur le campus de l'Université de Californie du Sud, USC. Pendant la fête, il y a eu des coups de feu et 4 personnes ont été blessées. La police a blâmé Brandon, affirmant qu'il avait tiré pour se venger d'un gang rival. Au cours du procès, Brandon a tenté de se défendre, affirmant qu'il n'était pas une mauvaise personne et qu'il ne voulait pas que cela se produise. Mais le jury ne l'a pas cru et l'a reconnu coupable de tentative de meurtre. En entendant la phrase, Brandon a été tellement secoué qu'il s'est cogné la tête contre la table de désespoir. Il a été condamné à 40 ans de prison. Ces histoires de violence ne concernent pas uniquement les bagarres de gang. Il y a un cas datant de 2006 qui a choqué la Californie. Un jeune homme nommé Leland Washington, 27 ans, assistait à une fête d'Halloween où la plupart des invités étaient des membres de gang. On lui a demandé de quitter la fête, mais il est revenu plus tard, provoquant la colère d'un membre du gang nommé David Parga. Sans avertissement, David a tiré sur Leland à plusieurs reprises et il n'a finalement pas survécu. David a été arrêté et a décidé de se défendre devant le tribunal, ce qui est un choix difficile. La famille de Leland a pris la parole pendant le procès, disant à quel point il leur manquait. Ils ont décrit la douleur de perdre quelqu'un qu'ils aimaient tant et comment Halloween ne serait plus jamais le même pour eux. David, à son tour, s'est excusé auprès de la famille de Leland, disant qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait et qu'il comprenait leur douleur. Mais le juge n'a pas été aussi compréhensif, traitant David de lâche pour ses actes et le condamnant à 50 ans de prison. Ces histoires montrent comment la violence des gangs et la vengeance peuvent causer destruction et souffrance pour de nombreuses familles. Chacun a commencé par un mauvais choix, entraînant des vies perdues ou changées à jamais. Qu'il s'agisse d'un garçon pris pour quelqu'un qu'il n'était pas, d'un rappeur attaqué en raison de son succès ou d'une simple tentative de vol qui s'est soldée par une tragédie, tous ces cas enseignent à quel point il est important de réfléchir avant d'agir et comment une décision peut changer. Tous. C'était une nuit froide et silencieuse où la tension dominait la salle d'audience. Des lumières fluorescentes illuminaient chaque coin de la pièce, reflétant les visages sérieux de toutes les personnes présentes. L'air était lourd, lourd d'attente, alors que les murmures se transformaient en un murmure continu. La juge Kirsten Rogers a ajusté ses lunettes en regardant l'horloge accrochée au mur. Le temps a passé et elle n'était pas connue pour sa patience. L'affaire qui était sur le point d'être tranchée présentait tous les éléments d'un drame intense, des crimes brutaux, des vies détruites et des histoires de rédemption qui ont à peine abouti. La situation de Lancia, qui était devant le tribunal, a retenu le plus l'attention. Il était déjà en retard à l'audience, et le juge a été clair. 5 minutes de retard ou toute violation de sa caution aurait de graves conséquences. Quand Lancia arriva enfin, haletante et les épaules affaissées, la sentence fut impitoyable. 5 ans de prison, suivis d'une décennie de probation. Ses yeux fixaient le sol, alors que les mots résonnaient dans la pièce vide. Mais Lancia n'est pas la seule dont le sort est tragiquement scellé. À Atlanta, Christopher Dean, un trafiquant de drogue qui a décidé d'abandonner le crime,
pensait pouvoir conclure un dernier accord avant de quitter ce monde pour toujours. Il ne savait pas que son choix de faire confiance à Xavier Gibson, membre des redoutés gangsters disciples, serait le dernier. Lorsque le gang a découvert que Dean avait collaboré avec la police dans le passé, ils l'ont attiré dans un piège cruel. La réunion au domicile de Gibson sur Sandy Creek Drive s'est rapidement transformée en cauchemar. Dean a été battu sans pitié, frappé avec un pied de biche et une planche de bois, tandis que les criminels criaient des insultes. Les violences ont duré plus d'1 heure, jusqu'à ce que le corps de Dean soit jeté comme s'il s'agissait d'un objet sans valeur, jeté à l'arrière d'une voiture abandonnée près du commissariat de police. Lorsque la police a finalement retrouvé la voiture, elle a découvert non seulement le corps brutalisé de Dean, mais aussi les outils de l'horreur, le pied de biche, la planche de bois, tous deux tachés de sang. Dans la maison de Gibson, les marques de la barbarie étaient partout. Des taches de sang s'étalaient sur les murs et le sol, comme les témoins silencieux d'une nuit de pure terreur. 5 membres du gang ont été arrêtés, et leur attitude lors du procès a montré un mépris effrayant pour la vie humaine. Ils ont ri pendant que les procureurs détaillaient l'étendue de la violence, décrivant comment le crâne de Dean avait été écrasé par les coups. Le cas de Tariq Jackson a apporté une autre tournure émotionnelle. En 2015, il n'avait que 16 ans lorsque, au milieu d'une bagarre entre gangs à Ypsilanti, dans le Michigan, il a sorti une arme et a tiré. La balle a touché Keandre Duff, 20 ans, à la tête, le tuant sur le coup. Jackson, désormais plus âgé et plus conscient des conséquences de ses actes, s'est présenté devant le tribunal, avec le poids de la culpabilité sur les épaules. Lorsque la mère de Duff a pris la parole pendant le procès, ses paroles étaient un mélange de douleur et d'empathie surprenante. Elle a regardé Jackson dans les yeux, ce jeune homme qui a pris la vie de son fils, et a dit « Je te pardonne ». Les larmes coulaient lorsqu'elle parlait de sa douleur, mais aussi d'une compassion que peu de gens pouvaient comprendre. Jackson, dans sa déclaration, a pleuré en s'excusant, affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé que ses actions lui causeraient autant de douleur. Il a décrit comment il avait été séduit par la vie de gang, car cela semblait être sa seule option à l'époque. Mais aujourd'hui, face aux conséquences, il essaie d'avertir les autres jeunes de ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors que Tariq Jackson faisait face aux conséquences d'une erreur impulsive, Justin Y, un homme au sombre passé criminel, a montré un tout autre visage. En 2018, lors d'un contrôle routier à Hawaï, Y a tiré sur l'officier Bronson Kalaloa, un vétéran respecté. La balle a touché le policier au cou, qui, bien que grièvement blessé, s'est battu pour sa vie jusqu'à son dernier souffle. Y s'est évadé de prison, transformant l'île en un décor de film d'action, la police la recherchant pendant 3 jours. Lorsqu'ils l'entourèrent finalement, Y ne se rendit pas. Il a tiré sur la police et des tirs intenses ont eu lieu toute la nuit, entraînant sa mort. Ses complices qui ont tenté de l'aider à s'évader ont fait face à des accusations qui ont finalement été réduites, mais l'ombre de leurs actes n'a jamais disparu. La violence n'a pas de limite d'âge, et l'histoire de David Moses le prouve. En 2017, à seulement 17 ans, il rejoint Dorothy Session, une femme de 81 ans qui possède toujours une vitalité surprenante. Mais lorsque Dorothée a résisté à l'attaque, Moïse l'a attaquée avec une incroyable brutalité. Il l'a battue jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable, la laissant allongée sur le sol de la pièce où elle tricotait en paix. Durant le procès, Moïse n'a pas montré une seule larme, un seul signe de repentir. Au lieu de cela, il riait et bâillait, comme si le tribunal n'était qu'une corvée. Le juge, en le condamnant, a clairement indiqué que ce jeune homme, si dénué d'empathie, ne méritait pas une autre chance. La vie en prison, sans espoir de liberté. Mais si la froideur de Moïse était inquiétante, Luis Bramones a semé une horreur encore plus grande dans la salle d'audience.
En 2014, elle s'est déclenchée dans le nord de la Californie et a entraîné la mort de 2 policiers. Durant le procès, ses paroles ont glacé le sang dans les veines de toutes les personnes présentes. « Je tuerai encore plus une fois sorti d'ici », a-t-il déclaré avec un sourire sadique sur le visage. Même son propre avocat n'a pas tenté de minimiser ses propos. Le tribunal est resté silencieux alors que Bram Monès a admis sans pitié les meurtres. À la lecture du verdict de culpabilité, il a répondu avec un large sourire, envoyant des baisers aux familles des victimes, un geste grotesque qui révélait toute sa méchanceté. Le juge, la voix tremblante de colère, l'a condamné à la prison à vie, sachant que cet homme ne devrait plus jamais revoir le jour hors des barreaux. Chacun de ces cas dresse un portrait déchirant de choix dévastateurs et de vies qui ne seront plus jamais les mêmes. C'était un défilé d'horreur, où chaque histoire. Tout a commencé lorsque l'avocat de la défense Brian Steele a commis une erreur fondamentale dans le traitement des preuves. Le juge Glenville, avec un mélange d'impatience et d'ironie, a tenu à apprendre à l'avocat comment procéder. Il expliqua comment gérer correctement les tests, parlant comme quelqu'un qui donne un cours à un étudiant inattentif. Lorsque vous manipulez des armes, gardez toujours le canon pointé vers le bas, même s'il est déchargé, a prévenu le juge, avec une insistance qui a attiré l'attention même des spectateurs les plus éloignés. L'avocat Steele, gêné, hocha la tête, mais l'atmosphère devenait déjà plus tendue. La situation s'est encore envenimée lorsque la poursuite a mis en doute l'intégrité de l'un des jurés, le juré numéro 39. Le procureur a fait des insinuations, suggérant qu'il ne serait pas impartial, et le juge Glenville s'est définitivement mis en colère. Il a interrompu le procureur d'une voix qui a résonné dans toute la salle. « Je sais ce que je fais ça depuis longtemps. » Le juge était habitué à être le gardien de la justice, mais il n'aimait pas que les gens doutent de son expérience. Le procureur recule, mais l'ambiance reste chargée. Peu de temps après, la situation est redevenue incontrôlable. Les avocats des 2 côtés ont commencé à se disputer avec acharnement, presque comme 2 combattants sur un ring. Les disputes traversent la salle comme des traits venimeux, jusqu'à ce qu'un ami de la cour, sorte de médiateur neutre, doive intervenir pour calmer le jeu. « Calme-toi, calme-toi, tu ne peux pas parler en même temps », a-t-il dit en essayant de rétablir l'ordre. Le juge, observant cette scène chaotique, s'est massé les tempes, ne patientant plus. Mais le pire était encore à venir. Glenville a commencé à remarquer que la défense, dirigée par Brian Steele, utilisait une tactique consistant à retarder le procès chaque fois qu'elle le pouvait, créant des obstacles et reportant les audiences. Un jour après une énième de ces manœuvres, le juge ne pouvait plus contenir sa frustration. Il abattit violemment le marteau et lança un regard noir à Steele. « Vous retardez l'affaire. Chaque retard signifie que ce jury se fatigue encore plus et que la justice s'éloigne. » L'acier, à son tour, n'est pas resté silencieux. Il a rétorqué, demandant au juge de classer l'affaire, affirmant que Glenville était injuste et partial, et a exigé des excuses devant tout le monde. Mais le juge est resté ferme, déterminé à garder le contrôle. Alors que ces combats se déroulaient au centre de la cour, des événements bizarres apparaissaient comme personnages secondaires dans une histoire déjà chaotique. Un jour du procès, quelqu'un dans l'assistance a fait quelque chose d'incroyable. Il a remis un sac rempli de drogue à l'un des accusés, sous les yeux vigilants d'une douzaine de policiers. Les gens présents dans la pièce retenaient leur souffle. « Cela doit être une blague », marmonna quelqu'un, dans le public. Mais ce n'était pas le cas. La scène était tellement surréaliste qu'elle ressemblait à un film policier des années 80. Et les jurés? Oh, les jurés n'ont rien fait pour améliorer la situation. L'un d'eux a été surpris en train d'enregistrer les débats avec son téléphone portable, malgré les nombreux avertissements du juge de garder les appareils éteints. Lorsqu'il a été confronté, il a tenté de se justifier, affirmant qu'il était distrait. Mais le juge n'a pas pardonné.
Vous vous souvenez que je vous ai dit d'éteindre vos téléphones portables. Le juré, en balbutiant, a admis. La punition est venue ensuite, un sermon humiliant devant tout le monde. Un autre juré, pensant peut-être participer à une émission de télé-réalité, a décidé de simplement partir en vacances sous l'entière obligation du tribunal. Le juge était furieux, mais la punition était curieuse. Au lieu d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, il a ordonné au juré de rédiger un essai de 30 pages sur l'importance du service de juré. L'expression d'incrédulité sur le visage du juré était remarquable. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Un troisième juré, ignorant apparemment le règlement, a interrogé la presse sur le déroulement du procès, ce qui est totalement interdit. Le juge, dans un mélange de déception et d'épuisement, a décidé qu'il avait lui aussi besoin d'une leçon. Vous effectuerez 10 heures de travaux d'intérêt général et resterez pendant les 5 premiers jours du procès pour apprendre comment un juré doit se comporter. Comme si cela ne suffisait pas, lors d'un des jours les plus tumultueux, le tribunal a été attaqué par des pirates informatiques. Soudain, tous les écrans de la salle d'audience ont commencé à afficher des images inappropriées provenant d'appels Zoom. Le choc emplit la pièce et pendant quelques secondes, personne ne sut comment réagir. Même le juge Glenville fut un instant paralysé. Mais il a rapidement repris le contrôle et a ordonné aux policiers d'éteindre tous les écrans. « Nous avons été piratés !» s'est-il exclamé, tandis que les rires nerveux et l'embarras se répandaient parmi les personnes présentes. Les témoins ne l'ont pas non plus aidé à rester concentré. L'une d'entre elles, pressée pendant l'interrogatoire, s'est mise à pleurer et à parler de manière confuse. « J'ai mal à la tête, je ne me souviens plus », a-t-elle déclaré, tout en expliquant que son téléphone ne cessait de sonner de menaces. Un autre déposant semblait si désespéré que, de manière inattendue, il a révélé « Je suis tellement défoncé en ce moment que je peux à peine me tenir debout ». L'atmosphère de tension se mêlait à une absurdité difficile à croire. Un témoin en particulier a laissé tout le monde perplexe lorsqu'il a affirmé avoir été contraint à témoigner par le propre bureau du procureur. « Ils m'ont harcelé pendant des mois », a-t-il révélé, d'une voix tremblante qui a fait retenir son souffle à tout le monde dans la pièce. Le procureur, manifestement mal à l'aise, a tenté de nier, mais les soupçons flottaient dans l'air comme un gros nuage. Après tant d'épisodes chaotiques, le juge Glenville a finalement perdu patience pour de bon. D'un ton ferme, il s'est adressé aux avocats, aux témoins et au jury lui-même. Plus de retard. Si nécessaire, nous organiserons le procès le week-end, les samedis, dimanches, selon les besoins. Vous ne voulez pas perdre vos week-ends? Alors, arrêtez de prolonger les choses. Il était déterminé à mettre fin à ce cirque une fois pour toutes. Finalement, le procès se poursuivit et chaque jour apportait une nouvelle surprise. C'était comme regarder une série dans laquelle les personnages oubliaient qu'ils étaient au tribunal et se comportaient comme s'ils étaient dans une pièce dramatique. Mais au milieu de tant de confusion, une chose était sûre. Le juge Glenville voulait simplement que justice soit rendue, même si cela impliquait de se battre avec chacune des parties impliquées. La recherche de la vérité et de l'ordre s'est poursuivie, même si le chaos persistait.